En ce moment même, tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Tu le vois tel qu'il était. La lumière qui entre dans tes yeux a mis un certain temps à t'atteindre, et pendant ce temps, le monde a déjà changé, si bien que tout ce que tu regardes, cette nuit comme toujours, appartient déjà au passé. Le soleil, tu le vois tel qu'il brillait il y a 8 minutes. Une étoile, telle qu'elle était il y a 1000 ans, et peut-être s'est-elle éteinte depuis. Même le visage de ceux que tu aimes, tu ne le perçois jamais tout à fait au présent. C'est vers ce vertige très paisible, et pourtant bien réel, que je veux t'emmener. Cette nuit, je ne vais pas t'emmener très loin. Je ne vais pas te faire quitter ta chambre, ni traverser des galaxies, ni descendre au cœur des atomes. Je veux simplement te demander de lever les yeux, vers la fenêtre, vers le plafond, vers le ciel si tu peux l'apercevoir, et de regarder. Regarder, ce geste si banal que tu le fais 1000 fois par jour sans jamais y penser. Et je vais te confier, en douceur, un secret que ce geste dissimule depuis toujours, un secret que tes yeux ne t'ont jamais dit, tu n'as jamais vu le présent. Pas une seule fois, dans toute ta vie, tu n'as vu le monde tel qu'il est à l'instant même où tu le regardes. Tout ce que tu vois, absolument tout, est déjà du passé. Le ciel au-dessus de toi n'est pas un instant. C'est un empilement de souvenirs, une collection de moments révolus qui te parviennent en même temps sans être du même âge. Cette nuit, je vais t'emmener au bord de ce vertige, et te montrer qu'il est, au fond, d'une infinie douceur. Pour comprendre cela, il faut d'abord que tu saisisses une chose que rien, dans ton expérience de tous les jours, ne te laisse deviner. La lumière n'arrive pas d'un coup. Elle voyage. Elle a une vitesse. Nous avons si bien l'habitude de croire que voir est immédiat, que la lumière remplit l'espace à l'instant même où une lampe s'allume, que cette idée nous paraît une évidence qu'on n'oserait même pas questionner. Tu appuies sur l'interrupteur, la pièce s'éclaire, et rien, dans cette expérience, ne trahit le moindre délai. Et pourtant, ce délai existe. La lumière met du temps à aller d'un point à un autre, exactement comme le son met du temps à traverser l'air, comme une vague met du temps à traverser un étang. Simplement, la lumière est si rapide que, sur les petites distances de notre vie quotidienne, ce temps est trop bref pour que nous le remarquions. Il est là, pourtant, tapi dans chaque regard, et il ne faut pas chercher bien loin, il suffit de lever les yeux vers le ciel, pour qu'il se mette à compter. Sa vitesse est de 300 000 km par seconde. Prends un instant, dans le calme de cette nuit, pour laisser ce nombre se déployer en toi, car il est difficile à embrasser. 300 000 km, c'est à peu près 7 fois et demi le tour de la Terre. En une seule seconde, un rayon de lumière pourrait donc faire 7 fois et demi le tour de notre planète, revenir à son point de départ, et repartir encore. Le temps que tu prononces le mot seconde, la lumière a déjà parcouru une distance que tu ne franchirais pas, en avion, en des jours et des jours de vol sans escale. C'est une vitesse qui dépasse tout ce que ton corps a jamais éprouvé, tout ce que ton imagination sait se représenter. Et pourtant, c'est là toute la merveille, cette vitesse prodigieuse n'est pas infinie. Elle a une limite. Et cette limite, si grande soit-elle, c'est elle qui creuse, entre le monde et ton regard, le petit décalage dont je veux te parler cette nuit. Pour rendre cette vitesse un peu plus proche de toi, essaie de la comparer à ce que tu connais déjà. Le son, cette voix qui te parle, ces bruits légers de la nuit, voyage à environ 300 mètres par seconde dans l'air, c'est déjà rapide, bien plus qu'un train lancé à pleine allure, bien plus qu'un avion. Or la lumière va près d'1 million de fois plus vite que le son. C'est pour cela que, lors d'un orage, tu vois l'éclair bien avant d'entendre le tonnerre, alors que les deux sont nés au même instant, du même trait de foudre. La lumière de l'éclair te parvient presque sur le champ, tandis que le son du tonnerre traîne derrière, franchissant l'air à son allure bien plus modeste. Ce décalage entre l'éclair et le tonnerre, que tu as sûrement remarqué 1000 fois, sans y voir autre chose qu'un jeu, est déjà une petite leçon sur la vitesse des choses. Même ce que nous croyons instantané prend, en vérité, un peu de temps pour nous rejoindre. Et cette lumière qui voyage, qu'est-elle donc au juste? Tu peux la représenter comme un messager, le plus rapide de tous les messagers de l'univers, qui porte à travers l'espace la nouvelle de ce qui existe. Chaque chose qui brille, chaque étoile, chaque flamme, chaque surface éclairée, lance dans toutes les directions d'infimes grains de lumière, des messagers minuscules qui filent en ligne droite jusqu'à rencontrer un œil, un instrument, une surface. Quand l'un de ces grains atteint ta rétine, tout au fond de ton œil, tu vois. Voir,
ce n'est rien d'autre que recevoir ces messagers venus d'ailleurs. Et comme tout messager, si rapide soit-il, met un certain temps à faire son chemin, la nouvelle qu'il apporte est toujours, en toute rigueur, une nouvelle un peu ancienne. La lumière ne te dit jamais ce qui est, elle te dit ce qui a été, à l'instant précis où elle est partie vers toi. Il faut que tu saches aussi que cette vitesse de la lumière n'est pas une vitesse comme les autres. Ce n'est pas seulement la vitesse d'une chose rapide, c'est la vitesse la plus grande qui puisse exister dans tout l'univers, une limite que rien ne peut dépasser, ni aucune matière, ni aucun signal, ni aucune nouvelle. Rien ne va plus vite que la lumière. Elle est le grand courrier du monde, et sa vitesse est la borne ultime de toute communication entre les choses. C'est pour cela que le retard dont je te parle est incontournable, inévitable. Puisque rien ne peut aller plus vite que la lumière, aucune nouvelle d'une étoile ne peut nous parvenir avant sa propre lumière. Le passé que nous voyons dans le ciel est le présent le plus récent que l'univers puisse nous offrir. Nous ne sommes pas en retard par maladresse, ni faute d'un meilleur outil. Nous sommes en retard parce que l'univers lui-même a une vitesse maximale pour transmettre ses nouvelles, et que nul ne pourra jamais la franchir. Il faut que je te raconte, car cela mérite une pause dans le calme de cette nuit, comment les hommes ont compris que la lumière n'allait pas d'un coup, qu'elle mettait du temps. Pendant des siècles, les plus grands esprits ont cru que voir était instantané, que la lumière emplissait l'espace sans le moindre délai, aussi vite qu'on la pensait. La chose semblait aller de soi, et personne ne songeait à en douter. Il a fallu, pour renverser cette certitude, un astronome patient penché sur les lunes de Jupiter, il y a plus de 3 siècles. Il s'appelait Remer, et il observait, nuit après nuit, la ronde d'une petite lune nommée Ygekyo qui tourne autour de la grande planète, disparaissant régulièrement dans son ombre, comme une horloge céleste d'une précision admirable. Or Remer remarqua une chose étrange, qui aurait pu passer pour une erreur. Quand la Terre, sur son orbite, s'éloignait de Jupiter, les éclipses de cette petite lune semblaient prendre du retard, arriver de plus en plus tard que prévu. Et quand la Terre se rapprochait de Jupiter, elle semblait au contraire s'avancer, revenir à l'heure. L'horloge céleste paraissait se dérégler au fil des mois. Remer comprit alors, dans un éclair de génie, que l'horloge ne se déréglait pas. C'était la lumière qui, devant parcourir une distance plus grande quand la Terre s'écartait, mettait plus de temps à nous apporter la nouvelle de chaque éclipse. Le retard des éclipses n'était que le temps de trajet supplémentaire de la lumière. Pour la première fois, un homme venait de mesurer que la lumière n'était pas instantanée, qu'elle avait une vitesse, en observant simplement une petite lune qui se cachait un peu trop tôt ou un peu trop tard. Il y a, dans cette découverte née d'une patience obstinée, quelque chose qui touche au cœur. C'est en regardant le ciel, déjà, que l'homme a compris que le ciel lui montrait le passé. Commençons tout près de toi, par ce qui t'entoure en ce moment même. La lumière de ta lampe de chevet, ou celle de la lune qui glisse entre les rideaux, rebondit sur les murs de ta chambre et revient vers tes yeux. Cette lumière, elle aussi, met un temps à voyager, un temps si court qu'il échappe à toute mesure humaine, quelques milliardièmes de seconde pour traverser la pièce. Mais ce temps n'est pas nul. Quand tu regardes le mur d'en face, tu le vois tel qu'il était il y a quelques milliardièmes de seconde. Regarde tes mains, posées sur la couverture. La lumière qui rebondit sur elle met, pour atteindre tes yeux, une fraction de temps si infime qu'aucun mot ne peut la rendre sensible. Et pourtant, en toute rigueur, tu ne vois jamais tes mains telles qu'elles sont maintenant. Tu les vois telles qu'elles étaient un instant infinitésimal auparavant. Le présent absolu, l'instant exact, t'échappe toujours, même à la distance d'une main tendue. Songe à ce que cela signifie pour les visages. Quand tu regardes quelqu'un que tu aimes, assis en face de toi, à la table du soir, tu ne vois pas son visage présent. Tu vois le visage qu'il avait un tout petit peu plus tôt, le temps que la lumière saute de sa peau jusqu'à tes yeux. C'est un retard imperceptible, ridicule, dont aucune conséquence ne se fait sentir dans la vie ordinaire. Et pourtant il est réel. Tu n'as jamais regardé personne dans son présent exact. Tu as toujours regardé, sans le savoir, une image un peu ancienne, un reflet qui vient tout juste de traverser l'espace qui vous sépare. Il y a, dans cette idée, une tendresse étrange. Nous vivons ensemble dans un présent commun que pourtant nous ne voyons jamais, chacun percevant l'autre avec un retard minuscule, comme si nous nous parlions à travers une distance que la lumière doit toujours franchir avant de nous relier. Et ce n'est pas seulement la lumière qui te parvient en retard, c'est aussi le son, et lui, tu peux presque le sentir traîner.
Songe à ce que tu éprouves quand tu regardes, au loin, quelqu'un fendre du bois, ou frapper dans ses mains, ou refermer une porte. Tu vois le geste, puis, un court instant après, tu en entends le bruit. Le son arrive après l'image, parce qu'il voyage à une allure bien moindre que la lumière, si bien que le monde te parvient toujours par tranches décalées, le visible d'abord, l'audible ensuite. Au bord d'un lac, quand un promeneur lointain appelle son chien, sa voix te rejoint quand sa bouche s'est déjà refermée. Dans la montagne, l'écho te renvoie tes propres mots quelques instants plus tard, comme un fragment de passé que la paroi te retourne. Nous vivons entourés de ces petits décalages, de ces retards discrets qui font que jamais, à aucun instant, le monde ne nous parvient tout d'un bloc dans son présent net. C'est pourquoi il faut renoncer à une illusion très tenace, celle de croire qu'en assistant à une chose de tes propres yeux, en direct, présent sur les lieux, tu la saisirais enfin dans son instant même. Même là, même au premier rang, même le nez sur la scène, tu vois le passé. La lumière du visage de l'acteur, du geste du musicien, du sourire de l'enfant, met toujours ce petit temps à franchir l'espace qui te sépare d'eux. Il n'existe aucune place, dans aucune salle, aucun point de vue au monde, d'où tu pourrais voir une chose au moment exact où elle se produit. Le en direct lui-même est une image un peu ancienne. Nous appelons présent ce qui est simplement le passé le plus frais que nos sens puissent atteindre, et nous prenons ce passé tout récent pour l'instant même, faute d'avoir jamais rien connu d'autre. Ce délai, tu l'auras compris, dépend de la distance. Plus une chose est éloignée, plus la lumière met de temps à nous en parvenir, et plus l'image que nous en recevons est ancienne. Dans ta chambre, les distances sont si petites que le retard reste imperceptible, indécelable, sans le moindre effet. Mais dès que l'on quitte la terre, dès que l'on lève les yeux vers le ciel, les distances deviennent si vastes que ce retard, invisible ici, se met à compter en secondes, en minutes, en années, puis en des durées si longues qu'elles dépassent l'histoire humaine tout entière. Le ciel est le seul endroit où ce secret de la lumière devient sensible, où le décalage entre voir et être cesse d'être une abstraction pour devenir un véritable abîme de temps. Alors montons, en douceur, de plus en plus haut, et regardons ce que chaque distance a de passé à nous raconter. Commençons par l'astre le plus proche, celui que tu connais le mieux, la Lune. Elle est notre voisine, notre compagne fidèle des nuits, et pourtant elle est déjà bien plus loin que tout ce que tu peux toucher. Sa lumière, qui n'est d'ailleurs que celle du soleil qu'elle nous renvoie, met un peu plus d'une seconde pour nous parvenir. Un peu plus d'une seconde. Cela veut dire que lorsque tu contemples la Lune, ce soir, tu ne la vois pas là où elle est, ni telle qu'elle est maintenant. Tu la vois telle qu'elle était il y a plus d'une seconde. Si, par un prodige impossible, elle venait à disparaître d'un coup, tu continuerais de la voir briller pendant plus d'une seconde encore, ignorant qu'elle n'existe déjà plus. Ce n'est presque rien, une seconde. Et c'est pourtant le premier vrai pas dans le passé que ton regard puisse faire en levant les yeux. La lune que tu contemples est un souvenir vieux d'une seconde. Il y a de la douceur, déjà, dans ce premier petit retard. Une seconde passée, à peine le temps d'un souffle, et pourtant c'est un pas véritable hors du présent. La lune que les amoureux se montrent du doigt, celle qui veille sur les enfants qui ne trouvent pas le sommeil, celle qui a éclairé tant de nuits et bercé tant de rêves, aucun d'eux ne l'a jamais vue dans son instant même. Tous l'ont vue avec cette seconde de retard, tous ont contemplé une lune un peu passée, une image en léger différé. Et cela n'ôte rien à sa beauté, au contraire. Il y a quelque chose de tendre à savoir que même l'astre le plus familier, le plus proche, ne se donne à nous que légèrement en arrière, comme par pudeur, comme s'il gardait toujours pour lui son tout dernier instant. Monte encore. Franchis la distance qui nous sépare de l'astre dont dépend toute notre vie, le soleil. Il est si loin que sa lumière, malgré sa vitesse prodigieuse, met environ 8 minutes pour nous atteindre. 8 minutes. Retiens bien ce chiffre, car il est l'un des plus beaux et des plus troublants de toute l'astronomie. Le soleil que tu vois se lever au matin, ce disque doré qui réchauffe ta peau et ouvre le jour, n'est pas le soleil d'à présent. C'est le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. La lumière qui frappe ton visage a quitté sa surface alors que, sur Terre, 8 minutes ne s'étaient pas encore écoulées, le temps, à peu près, de préparer et de boire une tasse de thé. Tu ne vis jamais sous le soleil d'aujourd'hui, mais toujours sous celui de tout à l'heure. Imagine, un instant, une pensée que les astronomes aiment à retourner dans leur esprit. Si le soleil, cette nuit,
venait à s'éteindre, non pas à se coucher, mais à cesser d'exister, à s'évanouir sans laisser de traces, nous ne le saurions pas tout de suite. Pendant 8 minutes entières, la Terre continuerait de tourner autour d'un astre absent, baigné dans une lumière déjà orpheline, éclairée par un soleil qui ne serait plus là. Les oiseaux chanteraient encore, les ombres s'allongeraient comme d'habitude, et rien, absolument rien, ne trahirait la disparition. Puis, au bout de 8 minutes, l'obscurité tomberait d'un coup, et seulement alors la nouvelle nous parviendrait. Nous vivons, à chaque instant, dans un présent qui a 8 minutes de retard sur le soleil. Notre étoile pourrait avoir déjà changé sans que nous en sachions rien. Il y a là de quoi frissonner, mais aussi, si tu songes bien, de quoi t'apaiser. Le monde que tu perçois est toujours un monde déjà arrivé, déjà accompli, sur lequel tu n'as plus aucune veille à assurer. Et il y a, sur ce soleil, un secret plus vertigineux encore, que peu de gens connaissent. Ces 8 minutes ne sont que la dernière étape d'un voyage bien plus ancien. Car la lumière que tu reçois est née au cœur du soleil, tout au centre de la fournaise, là où la matière se transforme et rayonne. Or ce cœur est enfoui sous une épaisseur de matière si dense, si opaque, que la lumière ne peut en sortir d'un trait. Elle est sans cesse absorbée, renvoyée, déviée, prisonnière d'un labyrinthe de gaz brûlants où elle rebondit dans tous les sens, avançant à peine, reculant, se perdant. On estime qu'un rayon de lumière met des dizaines de milliers d'années, peut-être bien davantage, pour se frayer un chemin du cœur du soleil jusqu'à sa surface, avant de bondir enfin vers nous en 8 minutes seulement. Songe à ce que cela veut dire, tranquillement, dans le noir de ta chambre. La lumière qui réchauffe ta peau au matin est née au cœur du soleil il y a des dizaines de milliers d'années, à une époque où, sur Terre, nos ancêtres vivaient encore dans les glaces, chassaient le grand gibier, peignaient des bisons au fond des cavernes. Cette clarté que tu crois toute neuve, ce rayon du petit matin, a commencé son voyage avant que l'écriture, avant que les villes, avant que les premiers champs cultivés n'existent. Elle a patienté des millénaires dans la nuit dense de l'étoile avant de s'en échapper et de franchir l'espace jusqu'à toi. La lumière du soleil n'est pas seulement vieille de 8 minutes. Elle est, en un sens plus profond, vieille de toute la préhistoire humaine. Tu te chauffes, chaque jour, à une lumière plus ancienne que ton espèce. Cette distance qui nous sépare du soleil, 150 millions de kilomètres, les astronomes en ont fait une règle, une mesure pour arpenter le ciel. Mais il existe une manière plus belle encore de dire les distances de l'espace, une manière qui mêle l'espace et le temps en un seul mot. On parle de la distance que la lumière parcourt en un temps donné. On dit que le soleil est à 8 minutes-lumière de nous. Ce mot est d'une poésie profonde, car il avoue quelque chose d'essentiel. Dans le ciel, mesurer une distance, c'est mesurer un temps. Dire qu'une chose est loin, c'est dire que sa lumière est vieille. L'espace et le temps s'y confondent, comme deux visages d'une même réalité. Et ce mariage de l'espace et du temps va nous accompagner tout au long de cette nuit, à mesure que nous nous enfoncerons plus loin dans le ciel, c'est-à-dire, tu le comprends maintenant, plus loin dans le passé. Poursuis ton ascension. Au-delà du soleil s'étendent les planètes, ces mondes qui tournent avec nous autour de notre étoile, et dont la lumière, là encore empruntée au soleil, met des durées variables à nous rejoindre. Lorsque tu aperçois Jupiter, ce point brillant et calme dans le ciel du soir, tu la vois telle qu'elle était il y a environ 3/4 d'heure, parfois davantage selon l'endroit de son orbite. Saturne, plus lointaine encore, t'apparaît avec plus d'1 heure de retard. Ces mondes que tu contemples ne sont jamais tout à fait là où ton regard les place. Ils ont déjà glissé un peu plus loin sur leur orbite pendant que leur image voyageait vers toi. Le ciel n'est pas une carte du présent, c'est une carte de retard, où chaque point lumineux porte l'âge exact de son éloignement, et où rien est jamais montré tel qu'il est vraiment à cet instant. Prends un moment, ici, avant que nous n'allions plus loin. Tu es allongé dans le noir, au calme, et au-dessus de toi tourne cette immense horloge décalée, ce ciel où rien n'est de son âge. La lune vieille d'1 seconde, le soleil vieux de 8 minutes, les planètes vieilles de dizaines de minutes ou d'heures. Déjà, sans avoir quitté notre petit système solaire, tu regardes un présent qui n'existe pas, un instant recomposé à partir de 1000 moments différents. Et nous n'avons encore presque rien vu. Car au-delà des planètes commence le véritable abîme, celui des étoiles, où les retards ne se comptent plus en minutes ni en heures, mais en années. Là, le passé que tu contemples devient si ancien qu'il défie lentement, et le vertige, en douceur, s'approfondit.
Mais avant de plonger dans cet abîme, laisse-moi te rassurer sur une chose. Ce vertige n'est pas de ceux qui font peur, de ceux qui donnent le tournis au bord d'un précipice. C'est un vertige couché, un vertige de contemplation, celui que l'on éprouve non pas en tombant, mais en s'ouvrant, en s'élargissant, en laissant l'esprit se dilater aux dimensions du ciel. On peut le goûter allongé, en sécurité, les yeux mi-clos, comme on se laisse porter par une musique trop vaste pour être tout entière comprise. Tu n'as pas à tenir tête à ces distances, ni à ces durées, laisse-les simplement passer sur toi, te traverser, t'emporter un peu, comme une houle lente et tiède. Le très grand, quand on ne lutte pas contre lui, ne fait pas mal. Il apaise, il berce, il remet chaque petit souci du jour à sa juste et minuscule place. Sors du système solaire par la pensée, et lance ton regard vers l'étoile la plus proche de nous après le Soleil. Elle s'appelle Proxima, la plus proche des 3 étoiles qui forment le système du Centaure, et pourtant, malgré ce nom qui dit sa proximité, elle est si loin que sa lumière met un peu plus de 4 ans à nous parvenir. 4 années-lumière. Arrête-toi sur ce que cela veut dire, car nous venons de changer d'échelle du tout au tout. La lumière de Proxima que tu pourrais recevoir cette nuit a quitté cette étoile il y a plus de 4 ans. Pendant tout ce temps, sans jamais s'arrêter, à 300 000 km par seconde, elle a filé à travers le vide noir et glacé, et elle n'arrive qu'aujourd'hui. Ce que tu vois de Proxima, c'est Proxima telle qu'elle était il y a 4 ans. Tout ce qui a pu s'y produire depuis, tu ne le sauras que dans 4 ans. Et c'est là, souviens-t'en, l'étoile la plus proche de toutes. Prends la mesure de ces 4 années à l'aune de ta propre vie. Songe à ce que tu faisais il y a 4 ans, au lieu où tu vivais alors, au visage qui t'entourait, à ce que tu ignorais encore de ce qui allait arriver. Toute cette part de ton existence, avec ses joies et ses peines, ses saisons et ses silences, c'est exactement le temps qu'a mis la lumière de Proxima à te rejoindre. Elle est partie quand tu étais un peu différent de ce que tu es ce soir, et elle arrive maintenant, dans tes yeux fatigués par la journée, au terme d'un voyage aussi long qu'une tranche entière de ta vie. Chaque étoile un peu lointaine te renvoie ainsi à une version passée de toi-même. Sa lumière à l'âge d'un de tes souvenirs. Le ciel, sans le vouloir et sans le savoir, tient la chronique fidèle de ta propre durée. L'année-lumière est peut-être la plus belle de toutes les unités que les hommes ont inventées, car elle est faite de temps pour mesurer de l'espace. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année entière, à sa vitesse folle et sans jamais ralentir. Près de 10 000 milliards de kilomètres. Un nombre qui n'a plus aucun sens pour nos corps, qui dépasse toute marche, tout voyage, toute imagination de trajet. Et pourtant, dire qu'une étoile est à 4 années-lumière, ce n'est pas seulement dire qu'elle est effroyablement loin. C'est dire que sa lumière a 4 ans d'âge. Chaque fois que tu lèveras les yeux, désormais, souviens-toi de cela. Les distances du ciel sont des durées. Regarder loin, c'est regarder tôt. Le ciel n'a pas de profondeur d'espace sans avoir, du même coup, une profondeur de temps, les deux sont une seule et même chose, et l'on ne peut plonger dans l'une sans plonger dans l'autre. Reviens un instant aux étoiles de notre propre ciel, celles qui forment la grande traînée laiteuse que l'on aperçoit, par les nuits vraiment sombres, barrant la voûte d'un bord à l'autre. Cette écharpe pâle, c'est notre galaxie vue de l'intérieur, la Voie lactée, cet immense disque d'étoiles dont notre Soleil n'est qu'un grain parmi des centaines de milliards. Et ce disque est si vaste que sa lumière met des dizaines de milliers d'années à le traverser d'un bord à l'autre. Quand tu regardes vers le cœur de la Voie lactée, tu reçois une lumière partie il y a des milliers d'années, de régions lointaines de notre propre demeure d'étoiles. Nous habitons une maison si grande que la lumière met des millénaires à en parcourir les couloirs. Et même à l'intérieur de notre galaxie, ce foyer que nous appelons le nôtre, nous ne voyons jamais que le passé de nos plus lointaines voisines. Maintenant, élargis ton regard à toutes les étoiles que tu peux voir dans une nuit sans nuages, loin des lumières des villes. Elles sont là, par milliers, semées sur la voûte sombre, et tu les prends d'instinct pour un même tableau, une même scène peinte à un même instant. C'est là que se cache la plus grande illusion du ciel. Car ces étoiles ne sont pas à la même distance de nous, tant s'en faut. Certaines sont proches, à quelques années-lumière, d'autres à des dizaines, des centaines, des milliers d'années-lumière. Ce qui veut dire que leurs lumières n'ont pas le même âge. L'une te montre ce qu'elle était il y a 10 ans, sa voisine, dans le ciel, ce qu'elle était il y a 800 ans, une troisième, tout près d'elles en apparence, ce qu'elle était il y a 4000 ans,
du temps où l'on bâtissait les premières pyramides. Le ciel que tu regardes n'est pas une image, c'est un collage. Un assemblage de milliers d'instants différents, prélevés à des époques éparses, et posés côte à côte sur la même toile noire par le seul hasard des distances. Reste un moment dans cette pensée, car elle est vertigineuse et pourtant d'une grande beauté. Quand tu contemples une constellation, ces étoiles que les hommes ont reliées par des lignes imaginaires pour y voir un chasseur, une ours, une couronne, tu réunis dans un même dessin des lumières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ni en distance, ni en âge. Deux étoiles qui te semblent voisines, presque jointes dans le ciel, peuvent être séparées par des milliers d'années-lumière, l'une bien plus lointaine que l'autre, cachée derrière elle dans la profondeur que ton œil ne perçoit pas. Le ciel te paraît plat, comme un dôme peint au-dessus de ta tête, alors qu'il est un gouffre sans fond, un empilement de distance et de temps. Ce que tu prends pour une image du présent est en vérité une longue exposition qui mêle des siècles et des millénaires en une seule vision tranquille. Laisse-toi porter, un instant, par une image. Imagine que tu es couché dans l'herbe, une nuit d'été, loin de toute ville, les mains derrière la nuque, le regard perdu dans la voûte. Au-dessus de toi, ce ne sont pas des points posés sur une même surface, mais un abîme qui s'ouvre, une profondeur où chaque lueur flotte à sa propre distance, à son propre âge. Cette étoile-là, à ta droite, t'envoie une lumière d'il y a quelques années à peine. Cette autre, un peu plus pâle, t'atteint depuis le temps des cathédrales. Cette troisième, si faible qu'on la devine à peine, brille pour toi telle qu'elle était quand les premiers troupeaux paissaient au bord des fleuves. Si tu pouvais voir, d'un seul coup, l'âge de chaque lumière, le ciel deviendrait un vitrail de temps, une mosaïque où chaque éclat porterait la date de son départ. Tu regarderais, dans un même champ de vision, 10 000 années différentes réunies, sans qu'aucune frontière ne les sépare. Voilà ce que tu contemples, en vérité, chaque fois que tu lèves les yeux, non pas une nuit, mais toutes les nuits du passé à la fois. Tu te demandes peut-être comment nous pouvons savoir tout cela, comment nous mesurons ces distances que nul vaisseau n'a jamais parcourues. C'est l'une des grandes patiences de la science. Par 1000 méthodes ingénieuses, en observant comment certaines étoiles changent d'éclat au fil du temps, comment leur lumière se décale, comment elles semblent se déplacer très légèrement au fil des saisons, les astronomes ont appris à jauger la profondeur du ciel, à donner à chaque astre sa distance, et donc son âge. Je ne t'entraînerai pas cette nuit dans le détail de ces mesures, car elles rempliraient bien d'éveil. Retiens seulement que ces chiffres ne sont pas des rêveries. Ils sont le fruit de siècles d'observations minutieuses, vérifiées, recoupées, affinées de génération en génération. Quand je te dis que la lumière du soleil a 8 minutes, ou celle d'une galaxie voisine des millions d'années, ce ne sont pas de simples images poétiques, ce sont des faits mesurés, aussi solides que la distance d'une ville à une autre. Et voici la pensée la plus troublante de toutes, celle qui a donné son nom à cette nuit. Puisque la lumière des étoiles lointaines a mis des siècles, parfois des milliers d'années à nous parvenir, certaines de ces étoiles que tu vois briller ne brillent peut-être plus. Elles ont pu, dans l'intervalle, s'éteindre, exploser, mourir, mais la nouvelle de leur mort n'est pas encore arrivée jusqu'à nous. Leur dernière lumière voyage encore dans l'espace, fidèle messagère d'un astre qui n'est plus. Regarde, par exemple, l'étoile Bételgeuse, cette grande lueur rougeoyante à l'épaule du chasseur, dans la constellation d'Orion. Elle est si vieille, si gonflée, si proche de sa fin, que les astronomes la savent condamnée à exploser un jour. Et elle est assez loin, plusieurs centaines d'années-lumière, pour que, si elle explosait cette nuit même, nous ne le sachions pas avant des siècles. Il se pourrait même, en toute rigueur, qu'elle ait déjà explosé, voilà des centaines d'années, et que sa lumière d'agonie file en ce moment vers nous sans être encore arrivée. Quand tu la regardes, tu regardes peut-être un fantôme. Il y a, dans cette idée d'étoile morte qui brille encore, quelque chose qui pourrait effrayer, et pourtant je voudrais que tu la reçoives comme une douceur. Songe que le ciel est plein de ces lumières fidèles, de ces présences qui survivent à ce qui les a émises. Une étoile peut s'être éteinte, et continuer pourtant d'éclairer nos nuits, de guider des voyageurs, d'émerveiller des enfants, longtemps après sa disparition. Sa lumière lui survit, poursuit sa route, accomplit son œuvre de beauté sans elle. N'est-ce pas là une image consolante? Ce que nous émettons, ce que nous rayonnons vers les autres, peut continuer de voyager, de toucher, d'éclairer, bien après que nous nous sommes éteints. Le ciel nous enseigne, à sa manière silencieuse,
que la lumière d'un être peut lui survivre, et que rien de ce qui a vraiment brillé ne s'éteint tout à fait d'un seul coup. Il est arrivé, dans l'histoire des hommes, qu'on assiste à la mort d'une étoile sans savoir qu'on regardait un événement déjà très ancien. Il y a près de 1000 ans, des observateurs du ciel, en Chine et ailleurs, virent apparaître dans la nuit une étoile nouvelle, si brillante qu'elle demeura visible en plein jour pendant des semaines, avant de pâlir et de s'éteindre. Ils l'appelèrent une étoile invitée, une visiteuse inattendue de la voûte céleste. Nous savons aujourd'hui ce qu'ils avaient contemplé sans le comprendre. L'explosion d'une étoile en fin de vie, ce qu'on nomme une supernova, l'une des morts les plus violentes que connaisse l'univers. À l'endroit exact où il avait vu s'allumer, nos télescopes montrent aujourd'hui les débris de cette explosion, un beau nuage de gaz déchiré qui s'écarte encore, et que l'on appelle la nébuleuse du crabe. Mais voici le vertige. Cette étoile, dont ils virent la fin il y a près de 1000 ans, avait en réalité explosé des milliers d'années plus tôt. Sa lumière d'agonie avait voyagé pendant des millénaires avant d'atteindre la Terre et de frapper les yeux de ces veilleurs anciens. Quand ils s'émerveillaient de leur étoile invitée, ils regardaient une mort déjà lointaine, une catastrophe accomplie bien avant qu'aucun d'eux ne fût né. Ils croyaient assister à un événement de leur temps, et ils contemplaient un drame vieux comme les premières cités. Ainsi va le ciel. Il nous montre des naissances et des morts survenues il y a si longtemps que nous en sommes, toujours, les spectateurs tardifs, applaudissant des feux depuis longtemps éteints. Jusqu'ici, nous n'avons regardé qu'à l'œil nu, avec les seuls yeux que la nature t'a donnés. Mais les hommes ont inventé des instruments pour voir plus loin, des télescopes qui recueillent une lumière trop faible pour nos yeux, et la portent jusqu'à des distances que nul regard ne saurait franchir. Or, tu l'as compris maintenant, voir plus loin, c'est voir plus tôt. Un télescope n'est pas seulement un instrument qui rapproche l'espace, c'est une machine à remonter le temps. Chaque fois qu'un astronome pointe son télescope vers un objet plus lointain, il regarde un passé plus ancien. Les plus grands télescopes ne sont pas des yeux qui percent l'espace. Ce sont des yeux qui percent le temps, qui plongent, de plus en plus loin, dans la jeunesse du monde, vers des âges dont aucune mémoire humaine ne garde trace. Laisse-moi te conduire, à présent, vers l'objet le plus lointain que ton œil nu puisse encore atteindre, sans aucun instrument, par une nuit vraiment noire. C'est une petite tache pâle et floue, à peine perceptible, dans la direction de la constellation d'Andromède. Cette tache n'est pas une étoile, c'est une galaxie tout entière, une île de centaines de milliards d'étoiles, sœur de la nôtre, que l'on appelle la galaxie d'Andromède. Et sa lumière, cette lueur ténue que tu peux voir de tes propres yeux, a mis 2,5 millions d'années à nous parvenir. 2,5 millions d'années. Arrête-toi sur ce nombre, car il dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'ici. La lumière que tu reçois d'Andromède a quitté cette galaxie il y a 2,5 millions d'années, à une époque où l'homme, tel que nous sommes aujourd'hui, n'existait pas encore sur la Terre. Nos ancêtres d'alors n'avaient pas notre visage, ne parlaient pas, ne rêvaient pas comme nous. Cette lumière est partie vers nous avant que l'humanité ne soit l'humanité, et elle n'arrive qu'à cet instant, dans ton œil, cette nuit. Prends la mesure de ce prodige, tranquillement, sans chercher à tout saisir d'un coup. À l'instant où cette lumière a quitté Andromède, il n'y avait, sur notre planète, personne pour la voir jamais. Elle a traversé le vide pendant des millions d'années, tandis que sur Terre les espèces se transformaient, que nos ancêtres apprenaient à marcher droit, à tailler la pierre, à maîtriser le feu, à peindre des grottes, à bâtir des villes, à écrire, à rêver d'étoiles. Toute l'histoire humaine, du premier feu à cette nuit où tu reposes, tient tout entière dans le voyage de ce seul rayon de lumière. Et voilà qu'au terme de ce trajet inconcevable, il achève sa course dans ton regard, sur ton oreiller, en cet instant paisible. Tu es, cette nuit, le point d'arrivée d'un voyage plus vieux que l'humanité elle-même. Il y a, dans cette rencontre entre ta fatigue du soir et ce très ancien rayon, quelque chose qui tient du miracle tranquille, du cadeau que rien n'obligeait à te faire. Et si l'on va plus loin encore, avec les grands télescopes que les hommes ont lancés au-dessus de l'atmosphère, là, le voyage dans le passé devient presque insondable. Il y a quelques dizaines d'années, on a pointé le télescope spatial bleu vers un coin du ciel qui paraissait vide, une petite parcelle d'obscurité où l'œil ne voyait rien, et on l'a laissé regarder longtemps, patiemment, pour recueillir la moindre lueur. Et dans ce morceau de ciel que l'on croyait désert sont apparus des milliers de galaxies, des multitudes d'îles d'étoiles, dont la lumière avait voyagé pendant des milliards d'années.
Puis un autre télescope, plus puissant encore, nommé James Webb, est allé plus loin dans cette nuit du temps, débusquant des galaxies dont la lumière était partie il y a plus de 13 milliards d'années, quand l'univers était tout jeune, à peine sorti de sa naissance. Ces galaxies, telles que nous les voyons, sont peut-être aujourd'hui vieilles, transformées, méconnaissables, ou même dispersées. Mais nous les voyons dans leur enfance, car c'est leur enfance qui nous parvient. Il y a, dans ces images des grands télescopes, quelque chose qui dépasse l'entendement et qu'il faut te dire pour que tu en goûtes la vertigineuse beauté. Le morceau de ciel que l'on a ainsi scruté, ce coin d'obscurité d'où sont sortis des milliers de galaxies, est d'une petitesse dérisoire, à peine plus qu'un grain de sable tenu à bout de bras, une parcelle de voûte si étroite que ton petit doigt levé vers le ciel la masquerait tout entière. Et dans cette pincée de nuit, ce presque rien, se pressaient des milliers de galaxies, chacune peuplée de centaines de milliards d'étoiles, chacune baignée de son propre passé lointain. Multiplie par la pensée cette minuscule fenêtre à tout le ciel qui nous entoure, et tu devineras que le nombre des mondes, et le nombre des passés qui nous parviennent, dépassent tout ce que l'esprit peut contenir. Le coin de ciel le plus vide que tu puisses imaginer déborde, en vérité, d'univers et de temps. Il n'y a pas, dans toute la voûte, un seul endroit qui soit vraiment noir. Partout, si l'on regarde assez longtemps, afflue la vieille lumière d'innombrables mondes. Comprends bien ce que cela veut dire, car c'est l'une des plus grandes idées que l'esprit humain ait jamais conquises. En regardant de plus en plus loin dans l'espace, nous regardons de plus en plus tôt dans l'histoire de l'univers. Le ciel profond est comme un livre dont les pages les plus lointaines sont aussi les plus anciennes. Tout près de nous, nous voyons l'univers d'aujourd'hui. Un peu plus loin, l'univers d'il y a des millions d'années. Très loin, l'univers d'il y a des milliards d'années, encore jeune, encore en train de se former. Nous ne pouvons pas voyager dans le temps avec notre corps, remonter le cours des âges. Mais nos yeux, eux, le font sans cesse. Il leur suffit de regarder loin. La distance nous offre en cadeau ce que le temps nous refuse. Nous vivons entourés du passé de l'univers, il nous baigne de toutes parts, et il nous suffit de lever les yeux pour le contempler comme on feuillette, en silence, l'album des origines. Il faut que tu mesures ce que cela a d'unique. Dans toutes les autres sciences, le passé est perdu. On ne peut que le deviner, le reconstituer à partir de traces, comme un enquêteur reconstitue une scène à partir d'indices. Le géologue lit le passé dans les couches de la roche, l'historien dans les vieux parchemins, mais ni l'un et l'autre ne voit ce passé de ses yeux. Il l'infère, il le suppose, il le reconstruit. L'astronome, lui, ne devine pas le passé, il le voit. Il le regarde vivre, en direct, avec des millions d'années de retard. Quand il pointe son instrument vers une galaxie lointaine, il n'assiste pas à une reconstitution. Il assiste à la scène elle-même, telle qu'elle se jouait il y a des milliards d'années, dont la lumière achève seulement maintenant son voyage. Le ciel est la seule fenêtre au monde par laquelle on voit vraiment le passé, non pas reconstitué, mais en chair et en lumière. Nous sommes, quand nous levons les yeux, les témoins oculaires de l'histoire du cosmos, spectateurs tardifs mais réels de scènes plus vieilles que la Terre. Mais jusqu'où peut-on remonter ainsi? Y a-t-il une limite à ce voyage vers le passé? Il y en a une, et elle est l'une des choses les plus émouvantes que la science ait découvertes. Si tu remontes de plus en plus loin, vers des lumières de plus en plus anciennes, tu finis par atteindre un mur, un horizon au-delà duquel il n'y a plus de lumière à recevoir. Cet horizon, c'est la plus ancienne lumière du monde, l'éclat le plus vieux qui existe, émis il y a environ 13,8 milliards d'années, quand l'univers tout entier n'était encore qu'un nouveau-né. À cette époque reculée, il n'y avait ni étoiles, ni galaxies, ni planète, rien qu'un gaz brûlant, une brume dense et lumineuse qui emplissait tout l'espace, d'un bord à l'autre. Puis, un jour, ce brouillard s'est éclairci, et la lumière a pu enfin voyager sans entrave. Cette toute première lumière, libérée aux premiers âges du monde, voyage encore aujourd'hui, dans toutes les directions à la fois, et nous parvient de partout. On l'appelle le fond diffus cosmologique, mais tu peux la représenter comme la lueur fossile de l'univers nouveau-né, le premier éclat du monde, refroidi et étiré par un voyage de 13 milliards d'années. Elle est partout autour de nous, cette lumière ancienne. Elle traverse ta chambre en ce moment même, elle passe à travers ton corps sans que tu la sentes, venue du plus lointain des passés. Ou que l'on tourne le regard, au-delà des étoiles et des galaxies, si l'on s'est écouté avec les bons instruments, on retrouve cette faible chaleur, ce murmure des origines,
ce dernier écho de la naissance du monde. C'est la plus vieille chose que l'on puisse percevoir, la limite ultime de notre regard vers le passé. Au-delà d'elle, il n'y a plus rien à voir, non parce que rien n'existait, mais parce que le monde, avant, n'était pas encore transparent à la lumière. Ce fond diffus est le plus lointain souvenir de l'univers, et il baigne, sans que tu le saches, chacune de tes nuits. Reste un instant dans cette immensité, sans crainte, car elle est douce à qui sait la recevoir. Tu es allongé dans ta chambre, un point minuscule à la surface d'une planète, et de toutes parts te parvient le passé du monde. La lumière d'une seconde de la Lune, la lumière de 8 minutes du Soleil, la lumière de 4 ans de l'étoile la plus proche, la lumière de 2,5 millions d'années de la galaxie voisine, la lumière de 13 milliards d'années des origines mêmes. Tout ce passé arrive en même temps, se pose ensemble sur ta peau et dans tes yeux, en cet instant unique que tu appelles maintenant. Ton présent est fait, tout entier, de passés superposés, de couches d'anciens instants venus de partout. Tu baignes dans le temps comme un poisson dans l'eau, entouré de toutes les époques du monde, du plus proche instant au plus lointain commencement. Et tu n'as rien à faire pour cela, rien à comprendre ni à retenir. Il te suffit d'être là, de recevoir, de laisser le passé du monde venir jusqu'à toi. Il y a, dans cette pluie de lumières anciennes, une pensée que je veux déposer en toi, car elle est d'une douceur rare. Quand la lumière d'une étoile lointaine atteint ton œil, elle ne fait pas que t'informer, elle te touche. Ces grains de lumière, ces messagers venus du fond des âges, viennent finir leur immense voyage en se posant sur toi, en pénétrant ton regard, en s'éteignant au fond de ton œil après des siècles ou des millénaires de course. La dernière chose qu'ils rencontrent, au terme d'un trajet plus long que toute l'histoire des hommes, c'est toi. Ton corps, cette nuit, et le rivage viennent s'échouer des lumières plus vieilles que les pyramides, plus vieilles que l'écriture, plus vieilles parfois que notre espèce. Tu es la dernière plage, le dernier sable, sur lequel se brisent en silence ces vagues de temps venus du bout du monde. Rien de plus ancien ne t'aura jamais touché. Reste un moment dans cette idée, sans la presser. Il y a quelque chose de bouleversant à songer que la matière la plus vieille à entrer en contact avec toi n'est pas une pierre, ni un fossile, ni un os enfoui, mais cette lumière impalpable qui glisse dans ton œil quand tu regardes une étoile. Une pierre ancienne, tu peux la tenir dans ta main, mais elle n'a pas voyagé, elle a vieilli sur place. La lumière d'une étoile, elle, porte à la fois l'âge et le voyage, elle a traversé le vide en gardant intacte l'empreinte de ce qu'elle a quitté. Elle est un message scellé au départ et ouvert seulement à l'arrivée, dans ton regard, cette nuit. Songe que tu pourrais, en levant les yeux, recevoir sur ta rétine une lumière partie du temps où l'on domestiquait le premier cheval, ou du temps où les mammouths marchaient encore. Le passé le plus lointain vient te caresser l'œil, sans bruit, chaque fois que tu regardes le ciel. Et cette lumière ancienne, sache-le, ne t'abîme pas, ne te pèse pas, ne te demande rien. Elle se pose sur toi et s'éteint, ayant achevé sa tâche, qui était simplement de te rejoindre. Il n'y a pas de fardeau dans ce passé qui t'atteint, pas de dette, pas de compte à rendre. C'est un passé qui ne réclame rien, qui ne t'oblige à rien, qui se contente d'être vu un instant avant de s'effacer. Reçois-le comme un cadeau sans condition, une caresse de temps venu de très loin, et laisse-le repartir dans l'oubli du sommeil, comme repart la vague après avoir touché le sable et lissé, en se retirant, la grève où tu reposes. Redescends, à présent, du ciel vers ta chambre, du très lointain vers le tout proche, car cette vérité des étoiles vaut aussi pour les choses les plus humbles de ta vie. Nous avons vu que la lumière de ton mur, de tes mains, du visage aimé, mais elle aussi un temps à t'atteindre, un temps infime, mais réel. Cela veut dire que le principe est le même, du plus grand au plus petit, tu ne vois jamais rien dans son présent. Le monde entier, des étoiles à ta propre peau, ne t'apparaît qu'avec un retard. Simplement, ce retard est immense pour les astres et minuscule pour les choses proches, mais il n'est jamais nul. Il n'existe pas, nulle part, un seul objet que tu puisses voir tel qu'il est à l'instant exact où tu le vois. Le présent, le vrai présent, l'instant sans retard, est une chose que ton regard ne touchera jamais. Tu vis, toujours, dans un passé feuilleté, une superposition d'instants révolus qui te parviennent en couches, des plus proches aux plus anciens. Et cela vaut même pour toi, pour ton propre corps. Quand tu regardes ton reflet dans un miroir, la lumière doit aller de ton visage jusqu'au miroir, puis revenir du miroir jusqu'à tes yeux. Tu te vois donc, toi aussi, avec un léger retard,
tel que tu étais un instant infinitésimal plus tôt. Tu n'as jamais vu ton visage présent, seulement ton visage d'un instant déjà passé. Il y a plus étrange encore. Même à l'intérieur de toi, l'information met un temps à voyager. Quand tu touches le bout de ton pied, le signal doit remonter le long de tes nerfs jusqu'à ton cerveau, et ce voyage prend un peu de temps, bien davantage, d'ailleurs, que la lumière. De sorte que ton cerveau ne connaît jamais l'instant présent de ton corps, mais toujours un état déjà passé, reconstruit à partir de signaux qui ont mis du temps à lui parvenir. Tu habites un corps dont tu ne perçois, toujours, qu'un passé tout récent, un présent qui vient à peine de s'écouler. Il y a, dans ce léger décalage universel, une sorte de bienveillance cachée. Le monde ne te presse jamais tout à fait. Il t'arrive toujours avec un souffle de retard, comme s'il te laissait, à chaque instant, un très court répit. Entre ce qui est et ce que tu en perçois, il y a ce mince intervalle, cette petite marge de temps où rien ne t'est encore demandé. Tu vis, en quelque sorte, à l'abri d'un tout petit délai, protégé du présent brut par l'épaisseur du voyage de la lumière. Et cette nuit, ce délai peut devenir une berceuse. Puisque tu ne perçois jamais que ce qui est déjà arrivé, tu n'as rien à devancer, rien à guetter, rien à anticiper. Le monde s'est déjà produit avant de t'atteindre. Il ne te reste qu'à le recevoir, en paix, comme on reçoit une nouvelle d'un pays lointain, longtemps après que tout s'y est joué. Prends le temps de goûter cette étrangeté paisible. Ce que tu appelles maintenant, cet instant présent où tu te sens exister, n'est pas un instant net et unique. C'est une construction, un assemblage que ton cerveau fabrique à partir d'informations d'âges différents. La vue qui lui parvient avec un retard, le son qui arrive plus tard encore car il voyage à une allure bien moindre que la lumière, le toucher qui remonte d'extrémité de ton corps à son propre rythme. Ton cerveau rassemble tous ces messages décalés et les recompose en une seule scène cohérente, ce présent lisse et continu dans lequel tu crois vivre. Mais ce présent est une œuvre, une reconstruction, un récit que ton esprit tisse à partir de fragments de passé. Le maintenant que tu éprouves n'est pas un instant du monde. C'est une histoire que ton cerveau te raconte, avec une adresse si parfaite que tu n'en vois jamais les coutures. Il y a même, si l'on va au bout de cette idée, une vérité plus profonde encore, que les physiciens ont découverte il y a un peu plus d'un siècle. Non seulement ils ne voient jamais le présent, mais il n'existe peut-être pas de présent unique, partagé par tout l'univers, un même maintenant qui serait le même partout à la fois. Car le temps lui-même n'est pas une horloge universelle suspendue au-dessus de toute chose. Il s'écoule un peu différemment selon les lieux, selon les mouvements, et deux événements que l'un jugerait simultanés pourraient, pour un autre, ne pas l'être tout à fait. L'idée d'un instant présent commun à tout l'univers, d'une tranche unique de maintenant qui trancherait le temps d'un bord à l'autre du cosmos, se dissout à mesure qu'on la regarde de près. Il n'y a pas un présent du monde, il y a des présents, locaux, tissés de lumière et de délai. Mais ne cherche pas à saisir tout cela cette nuit. Laisse seulement l'idée t'effleurer, comme une brise sur l'eau, que le présent absolu est peut-être une illusion douce, et que nul, nulle part, ne vit tout à fait dans l'instant. Le présent, vois-tu, ressemble à l'horizon. Tu peux marcher vers lui tant que tu veux, il recule toujours du même pas, tu ne l'atteins jamais, et pourtant il est là, devant toi, dessinant la limite de ton monde. Le présent absolu, l'instant pur et sans retard, est de cette nature. Une ligne que tes sens frôlent sans jamais la toucher, un bord que tu approches à chaque regard sans jamais le franchir. Tout ce que tu perçois se tient juste en deçà de cette ligne, dans le passé le plus mince, à quelques instants ou à quelques milliards d'années de profondeur. Et toi, l'être qui perçoit, tu vis toujours au bord de ce présent inaccessible, penché au-dessus de lui comme au-dessus d'une eau qui reflète l'instant d'avant. C'est là notre condition à tous, et il n'y a pas lieu de s'en attrister. C'est la manière même dont un être fait de matière, relié au monde par des messagers qui prennent le temps de voyager, peut connaître ce qui l'entoure. Percevoir, c'est recevoir. Et recevoir, c'est toujours accueillir ce qui vient d'ailleurs, donc ce qui a déjà un peu voyagé, donc ce qui est déjà un peu passé. Il y a quelque chose de reposant à renoncer, cette nuit, à la poursuite de l'instant. Nous passons nos journées tendues vers le présent, à vouloir le saisir, le retenir, être pleinement là, tout de suite, maintenant. Et voici que la lumière elle-même nous apprend la vanité douce de cette poursuite. Il n'y a pas de maintenant à saisir, seulement un flot ininterrompu de passés qui arrivent, se posent et s'en vont. Tu n'as pas à courir après l'instant.
Il te suffit de te tenir là, immobile, et de laisser le monde venir à toi comme il vient, un peu en retard, un peu attendri par le voyage, comme une eau qui aurait longuement coulé avant de te rejoindre. Le présent te fuit, qu'il te fuit. Le passé, lui, ne cesse d'affluer, généreux, fidèle, et c'est de lui que tout ce que tu connais est fait. Je devine bien que tout cela pourrait donner le vertige, et pourtant je voudrais que tu le reçoives comme une paix. Car s'il est vrai que tu ne vois jamais le présent, que tout ce qui t'entoure est déjà un peu passé, cela veut dire aussi que tu n'as jamais rien à rattraper, jamais rien à saisir au vol. Le monde que tu perçois est un monde déjà arrivé, déjà accompli, dont plus rien ne peut être changé au moment où il t'atteint. La lumière qui te parvient a déjà fait tout son voyage. L'instant qu'elle te montre est déjà clos, déjà en repos. Tu peux le contempler sans hâte, sans effort, comme on regarde un souvenir qui ne réclame rien. Le présent te presse et t'échappe, mais le passé, lui, est doux, car il est achevé. Et puisque tu ne perçois jamais que du passé, tu ne perçois jamais que de l'achevé, que du paisible, que du déjà là. Il n'y a rien, dans tout ce que tu vois cette nuit, qui te demande d'agir. Tout est déjà accompli, et tu peux te reposer sur ce monde comme sur une chose finie. Songe encore à ceci, qui rend cette vérité si proche de toi. N'importe qui, n'importe où sur la terre, peut la vivre en levant simplement les yeux. Il n'est besoin d'aucun instrument, d'aucun savoir, d'aucune fortune, il suffit d'une nuit claire et d'un regard. L'enfant qui contemple les étoiles depuis un balcon, le berger qui veille son troupeau, le marin sur son pont, le vieillard à sa fenêtre, tous, sans le savoir peut-être, regardent le passé, baignent dans le même fleuve de lumières anciennes. C'est l'un des rares vertiges que l'univers offre en cadeau à tous ses habitants, sans distinction, sans condition. Le ciel est le musée le plus ouvert du monde, accessible chaque nuit, où sont exposées, côte à côte, toutes les époques du cosmos. Et toi, cette nuit, tu en es le visiteur silencieux, allongé dans le noir, recevant en présent la lumière de 1000 passés qui n'ont demandé qu'à venir jusqu'à toi. Il y a une autre image qui peut aider à porter tout cela avec douceur, celle du courrier. Chaque étoile est comme une lettre postée il y a très longtemps, qui voyage vers toi à travers l'espace et n'arrive qu'après un délai à la mesure de son éloignement. Les étoiles proches t'écrivent des lettres presque fraîches, parties il y a quelques années. Les galaxies lointaines t'écrivent des lettres jaunies, postées il y a des millions ou des milliards d'années, et qui te parviennent enfin, cette nuit, dans ta boîte aux yeux grands ouvertes sur le ciel. Et sache qu'à cet instant même, d'innombrables lettres sont encore en chemin. Des lumières parties d'astres lointains voyagent en ce moment vers la Terre, et n'arriveront que dans des siècles, des millénaires, longtemps après nous. Le ciel est un immense bureau de poste où les nouvelles circulent sans fin, à la vitesse de la lumière, et où chaque regard levé ouvre quelques-unes des lettres arrivées à bon port. Tu ne les as pas demandées, ces lettres du passé. Elles te sont offertes, chaque nuit, par le seul fait d'avoir des yeux et un ciel au-dessus de toi. Songe encore qu'il existe des lumières que nous ne recevrons jamais, des astres si lointains, dans un univers qui s'étire sans cesse, que leur clarté n'aura pas le temps de nous rejoindre. Il y a donc, autour de nous, un horizon, une limite du visible, non pas le bord du monde, mais le bord de ce que sa lumière a eu le temps de nous apporter depuis le commencement. Au-delà de cet horizon, le monde continue, avec ses étoiles et ses galaxies, mais leur lumière est encore en route, ou ne viendra jamais. Nous vivons ainsi au centre d'une bulle de passé visible, une sphère de nouvelles reçues, entourée d'un océan de nouvelles encore en voyage. Et cette bulle, sans que nul ne l'agrandisse, s'élargit d'elle-même à chaque instant qui passe, car chaque seconde nous apporte une lumière un peu plus lointaine, un peu plus ancienne, arrivée de plus loin dans l'espace et de plus tôt dans le temps. Le passé visible du monde grandit tandis que tu reposes. Imagine, pour un instant, tous ceux qui, avant toi, ont levé les yeux vers ces mêmes étoiles. Les premiers hommes, autour de leur feu, contemplant la même lune vieille d'une seconde. Les bâtisseurs de temples anciens, orientant leurs pierres sur les mêmes astres. Les navigateurs guidés par les mêmes lueurs à travers les mers noires. Les amoureux de tous les âges, cherchant dans le ciel une étoile à se promettre. Tous ont regardé, comme toi cette nuit, une lumière plus vieille qu'eux, un passé qui les dépassait de très loin. Et la plupart des étoiles qu'ils voyaient, tu les vois encore, car leur lumière voyage sur des durées qui rendent nos vies bien courtes en comparaison. Tu partages avec tous les humains qui furent,
à travers les siècles et les millénaires, ce même geste et cette même lumière. Le ciel relie les âges des hommes comme il mêle les âges du monde, en une seule et longue veillée que rien interrompt. Et il y a, quelque part sur la voûte, des étoiles dont la lumière que nous voyons cette nuit est partie l'année même de ta naissance. D'autres, plus lointaines, brillent pour nous telles qu'elles étaient du temps de tes grands-parents, ou de leurs grands-parents avant eux. Si tu connaissais la distance de chacune, tu pourrais choisir une étoile pour chaque année de ta vie, une lueur encore en route qui porterait l'âge exact d'un moment qui te fut cher, celle de ton premier amour, celle d'un deuil, celle d'un matin heureux dont tu gardes le souvenir. Le ciel deviendrait alors un calendrier secret, une horloge où seraient inscrites, sans que nul les ait gravées, toutes les durées qui comptent pour toi. Rien, là-haut, ne parle de toi, et pourtant tout, là-haut, à l'âge de quelque chose que tu as vécu. Le passé du monde et le passé de ta vie battent, cette nuit, au même rythme lent, sous les mêmes lumières patientes. Reviens, une dernière fois, à ce visage aimé dont je te parlais au début de cette nuit, celui qui te fait face à la table du soir. Tu sais maintenant que tu ne le vois jamais tout à fait dans son présent, mais toujours avec ce retard infime que la lumière met à franchir l'espace entre vous. Et il en va de même pour toutes les choses que tu aimes. Le sourire d'un enfant, le geste d'un ami, la main que tu serres dans la tienne. Tu les reçois toujours avec un souffle de retard, comme un écho très proche. Loin de nous séparer, ce minuscule décalage nous unit d'une étrange manière. Il fait de chaque regard une rencontre entre le présent de celui qui reçoit et le passé, tout récent, de celui qui est vu. Nous vivons entourés de ceux que nous aimons dans une simultanéité que nous ne percevons jamais tout à fait, chacun offrant à l'autre son image d'un instant plus tôt. Il y a, dans cette pensée, non pas une distance froide, mais une tendresse, celle de savoir que voir quelqu'un, c'est déjà accueillir un peu de son passé, un peu de ce qu'il fut à l'instant d'avant. Et si le passé du ciel te semble encore trop lointain, trop étranger à ta petite vie, laisse-moi te confier une dernière parenté, la plus intime de toutes. Ces étoiles dont tu reçois la vieille lumière ne sont pas seulement en spectacle au-dessus de toi, elles sont ton origine. Car les atomes qui composent ton corps, le fer de ton sang, le calcium de tes os, l'oxygène que tu respires, le carbone de ta chair, tous ces éléments n'existaient pas au tout début du monde. Ils ont été forgés au cœur d'étoiles anciennes, puis dans leur fournaise pendant des millions d'années, puis dispersés dans l'espace quand ces étoiles ont explosé, il y a des milliards d'années, bien avant que la Terre ne se forme. La matière de ton corps est de la poussière d'étoiles mortes, rassemblée, remodelée, devenue toi. Ainsi, quand tu regardes le passé lumineux du ciel, tu regardes aussi, d'une certaine manière, ta propre origine. Et le vieux rayon qui te touche l'œil rencontre une chair faite, elle-même, de la cendre d'étoiles depuis longtemps éteinte. Le passé n'est pas au-dessus de toi. Il est en toi, il te constitue, tu en es fait de part en part. Il y a, dans cette pensée, de quoi t'apaiser au seuil du sommeil. Tu n'es pas un étranger perdu sous des étoiles indifférentes. Tu es un enfant de ce ciel ancien, un peu de sa matière qui, un instant, a pris la forme d'un être capable de lever les yeux et de le contempler. Le passé qui te baigne est le même passé qui t'a fabriqué. Et lorsque tu te reposes, cette nuit, tu reposes au creux d'une longue histoire dont tu es à la fois le spectateur et le fruit, une histoire qui a commencé bien avant toi, dans le cœur des premières étoiles, et qui se poursuit en silence dans le battement paisible de ton propre corps. Il est temps, à présent, de laisser ces distances immenses se replier en douceur, et de revenir vers la tiédeur de ton lit, vers le poids de ton corps sur le matelas, vers la nuit calme de ta chambre. Mais emporte avec toi, comme une pierre douce déposée au fond d'une eau tranquille, cette vérité que nous avons contemplée ensemble. Tu ne vois jamais le présent, et ce n'est pas une privation, c'est une grâce. Chaque regard est un souvenir. Chaque chose que tu vois est un cadeau que le passé t'envoie, une lumière qui a voyagé, parfois durant des milliards d'années, pour venir se poser sur toi, cette nuit, dans ta chambre. Tu et le rivage viennent finir leur course, en douceur, toutes les lumières du monde, des plus jeunes aux plus anciennes. Et rien de ce que tu perçois ne t'appartient au présent, tout est donné déjà accompli, déjà en paix, déjà remis entre tes mains sans que tu aies rien eu à faire pour le mériter. Alors laisse tes yeux se fermer, si ce n'est déjà fait, et sache que même dans le noir, même les paupières closes, tu demeures baigné de ce passé lumineux. La lueur fossile des origines traverse encore ta chambre, indifférente à ton sommeil.
le soleil de tout à l'heure poursuit sa course de l'autre côté de la terre. Les étoiles vieilles de siècles continuent d'envoyer vers ta fenêtre une lumière qu'elles ont émise il y a bien longtemps, et qui n'arrivera, pour certaines, que dans les nuits à venir, quand il ne sera peut-être plus là pour la voir. Tu n'as rien à faire de tout cela cette nuit. Tu n'as ni à comprendre, ni à retenir, ni à veiller. Laisse le passé du monde venir jusqu'à toi, sans effort, comme il a toujours fait, comme il le fera pendant que tu dormiras. Le ciel continuera de t'apporter ses lumières anciennes tandis que tu reposes, fidèle, patient, chargé de tous les instants révolus du cosmos. Et demain, quand tu rouvriras les yeux, le premier rayon du soleil que tu verras aura, lui aussi, 8 minutes de retard, un petit souvenir doré, déjà passé, déposé sans bruit sur ton visage à ton réveil. Et cette pensée, loin de te tenir éveillé, peut te bercer. Car si le monde ne cesse de t'envoyer son passé, cela veut dire qu'il ne cesse de venir à toi, fidèlement, sans que tu aies rien à faire pour l'appeler. Tu n'as pas à aller chercher la lumière, elle vient. Tu n'as pas à courir après les étoiles, elles t'écrivent, patiemment, depuis le fond des âges. Toute la nuit, pendant ton sommeil, le ciel continuera de déverser sur ta chambre ses lumières patientes, ses vieilles nouvelles apaisées, sans rien exiger de toi, sans même réclamer que tu les regardes. Il te suffit d'être là, de reposer, d'exister, pour être le destinataire de tout ce passé lumineux. Laisse-toi donc être ce simple rivage où le temps du monde vient finir sa course, cette nuit, en silence, tandis que tu glisses vers le sommeil. Repose-toi, maintenant. Laisse les étoiles, les galaxies, la lumière fossile et les distances sans fond s'éloigner en douceur, en ne laissant derrière elles que le calme obscur de ta chambre et la profondeur sans fond de ton sommeil. Tu n'as plus rien à regarder cette nuit, plus rien à contempler, plus aucun ciel à interroger. Le seul voyage qui te reste à accomplir est celui du repos, et il te suffit, pour t'y abandonner, de te laisser aller, sans plus lever les yeux, vers cette nuit intérieure où même la lumière la plus ancienne du monde peut enfin se taire, et se reposer, elle aussi, tout contre toi. Bonne nuit.